participer à ce colloque et désolé d'avoir pas pu être à Paris en personne. En fait, il y a un prochain voyage qui est prévu d'ailleurs déjà ce vendredi, mais malheureusement ça se mettait mal de faire encore un Tissot ce mardi. Donc merci d'avoir pu permettre de participer de manière virtuelle à votre colloque. Pour quiconque douterait encore que la situation actuelle du monde occidental ressemble de plus en plus et d'une manière de plus en plus effrayante à la fin de la République romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les dernières semaines ont dû être difficiles à supporter. L'alliance entre Elon Musk et Donald Trump, auquel on pourrait joindre encore J.D. Vance, comme parallèle au premier triumvirat romain, la création de Doge comme outil de proscription et d'épuration politique, le retour volontairement assumé du salut romain sur la scène publique comme symbole d'un certain autoritarisme de droite, l'influence accrue d'hommes politiques défendant l'idéal monarchique dans l'entourage le plus proche du président, le retour au bon vieil impérialisme territorial avec les plans d'annexer le Panama, le Groenland et même le Canada, partout où l'on regarde, nous semblons bien projeter plus de 2000 ans dans le passé. Alors le lecteur ou l'auditeur se doutera bien que l'auteur de ces réflexions, après avoir publié en 2013 un ouvrage décrivant les grandes lignes de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire mon livre Le déclin, Paris chez Toucan, il voit un genre de confirmation de ses intuitions, mais si satisfaction théorique il y a, elle est fortement mitigée par un autre constat beaucoup plus douloureux pour un patriote européen, car comme la Grèce, sous la République romaine tardive, les pays européens semblent bel et bien rentrer en pleine décadence et condamnés au rôle de spectateurs, pire, de simples objets d'une histoire sur laquelle ils ne semblent plus avoir aucun contrôle. Mais revenons quelques pas en arrière pour poser la scène de notre argumentation. Bien que la plupart des historiens universitaires nient à la fois la notion de décadence et considèrent la possibilité de formuler des lois historiques comme refutées, l'histoire des dernières décennies apparaît comme une immense gifle pour les défenseurs d'un modèle historique qui se veut à la fois progressiste et ouvert. En effet, alors que les années de guerre froide avaient conforté la plupart des Européens dans l'erreur que la notion de grande civilisation n'avait plus de sens, que la technologie moderne avait créé de toutes nouvelles conditions historiques et que l'histoire humaine se dirigerait vers une étape finale de félicité utopique, que ce soit libérale, socialiste ou écologique, peu importe. Le retour brutal de la multipolarité, l'échec du multiculturalisme, les revers de la mondialisation et la crise de légitimité de la démocratie libérale nous ont projetés dans un monde qui ressemble nettement plus à celui de l'entre-deux-guerres qu'à celui des années 2000. Plus que jamais, les théories historiques d'un Spengler et d'un Toynbee, interprétant l'histoire humaine non pas comme évolution globale et linéaire, mais plutôt comme ensemble de plusieurs grandes civilisations qui traversent toutes de manière similaire les stades de croissance, de déclin et de fossilisation, semblent de la plus haute actualité. Et il y a peu de doute que la civilisation européenne se trouve à la fin de son parcours. Mais pour mieux comprendre la mécanique de l'histoire, jetons un regard sur l'essence même de ce qui anime l'évolution d'une civilisation, c'est-à-dire la notion de transcendance. À proprement parler, c'est l'idée de transcendance qui se trouve au cœur de toute civilisation, bien que cette notion, en fonction des sensibilités particulières de chaque culture, se retrouve définie de manière bien différente, sans pour autant désigner quelque chose de fondamentalement différent. Dans une première phase de son évolution, chaque civilisation est donc placée sous l'emprise de l'idée de la divinité et de ce qui en découle pour le rôle de l'individu, de la société et de la nature. Ainsi émerge une culture organisée de manière profondément holistique en vue du phénomène divin qui prime sur tout le reste. Advient ensuite, à chaque fois, une phase antithétique où la transcendance est remplacée par la matière, la certitude par le doute, la divinité par l'homme, la tradition par la raison, l'intériorité par l'expansion. Ceci dit, contrairement à bon nombre de modèles binaires qui entrevoient l'histoire comme une oscillation permanente entre deux pôles opposés, l'évolution d'une civilisation n'est pas infinie, tout le règne de la matière étant soumis à la contingence, et ainsi la tension entre thèse et antithèse mène à une phase finale synthétique que nous définirions mieux
subconscient à la tradition, comme nous l'avons montré d'ailleurs dans un livre très récent qui s'appelle Défendre l'Europe civilisationnelle, paru chez Salvatore en 2024. L'humanisme débridé se mène logiquement à l'absurde et crée un vide identitaire tel que des grands bouleversements sont inévitables, avec comme conséquence la conscience que seul le retour à la transcendance initiale peut encore permettre de dépasser un relativisme qui s'est mué en véritable nihilisme suicidaire et, dès lors, créer un nouvel ancrage absolu pour stabiliser une société complètement latérale. Cette synthèse dynamique entre raison et tradition clôt, pour ainsi dire, chaque cycle de l'histoire civilisationnelle, sans pour autant en inaugurer un nouveau. Thèse et antithèse ont épuisé tout le potentiel de l'idée civilisationnelle initiale, et la synthèse n'est dès lors que le début d'une longue période de canonisation et de fossilisation, dont le résultat constituera la matière primaire pour d'éventuelles nouvelles civilisations. Alors, quel est le lien pratique entre ces réflexions plutôt théoriques et la civilisation européenne dans sa situation actuelle? Il semble évident que nous nous trouvons à l'apogée de notre propre antithèse, qui a débuté à peu près à l'époque de la Renaissance. Un moment de l'histoire, donc maintenant, où l'hubris humaine se mène à l'absurde et finit par se décrédibiliser elle-même, et qui correspond assez bien à la fin des royaumes combattants en Chine, à l'époque d'Amarna en Égypte ancienne, soulèvement des Mazdakites en Iran, au règne des Abbassides, du monde musulman, et bien évidemment à la fin de la République romaine au 1er siècle. Déclin démographique, migration de masse, désorientation identitaire, hédonisme, crise de la religion traditionnelle, polarisation sociale, opposition entre populisme et politiquement correct, mainmise de l'oligarchie économique sur la politique, une culture de panem et circenses, bref, le règne de la quantité. Chaque fois, les manifestations extérieures de ce moment historique sont les mêmes, tout comme les conséquences. Utopie socialiste, désordre civil, césarisme, et finalement transition vers une synthèse civilisationnelle qui combine retour à l'ordre, pouvoir autoritaire et révolution conservatrice. Peut-on qualifier cette évolution maintenant de décadente? Là, dans notre vision de l'histoire, nous devons bien répondre par oui et non en même temps. D'abord, chaque moment dans l'évolution d'une civilisation est nécessaire et justifié, non pas moralement bien sûr, mais en regard de son économie générale. Toutes les potentialités inhérentes à une civilisation doivent se réaliser pour le meilleur et pour le pire, pour que l'idée initiale puisse se manifester totalement et s'épuiser. Dès lors, aucune étape n'est inutile, bien qu'elle n'ait nullement le même statut subspecie aeternitatis. L'antithèse étant, en dépit de quelques moments d'un humanisme bien intentionné et sans doute héroïque à sa manière, fondamentalement inférieure à la thèse initiale en vue de son illusion humaniste et donc de son matérialisme. Car même si l'antithèse à chaque fois semble se justifier par une sclérose préalable indéniable des structures sociales de la phase qui la précède, pointe de manière tout à fait correcte leurs nombreuses hypocrisies, manipulations et dysfonctionnements, remplacer la divinité par l'humain et donc l'absolu par le relatif ne peut être qu'un premier pas vers l'abîme, malgré ses bonnes intentions et l'explosion littérale des arts et sciences qui tend à l'accompagner. Ceci explique aussi pourquoi la synthèse finale revêt un statut pour le moins ambigu. Certes, il s'agit en grande partie d'un retour souvent artificiel, cérébral, rationnel, à une tradition qui a cessé d'être à la fois spontanée et continue, mais toujours est-il que ce retour constitue comme le mot final dans l'immense édifice d'une civilisation, un genre de clé de voûte qui, de manière rétrospective, peut permettre d'en déceler et stabiliser le sens global. Tout comme dans la vieillesse, l'on tente à passer en revue sa vie passée, afin de boucler tout ce qui est inachevé, donner un sens à sa vie et en passer la mémoire à ses descendants. Tout comme dans la vie d'un artiste, c'est en fonction de l'œuvre de vieillesse que l'ensemble de sa création artistique est généralement analysé. C'est à la fin qu'une civilisation dévoile généralement ses derniers secrets, qui permettent d'en comprendre véritablement la quintessence. Alors qu'en est-il maintenant de Donald Trump, pour descendre de l'abstrait dans le règne du concret, ou plutôt de la manifestation matérielle d'un prototype a priorique? Beaucoup d'éléments de sa politique pointent déjà vers une fin de l'histoire, telle que décrite ci-dessous. Sa référence superficielle, il est vrai, au christianisme annonce déjà un genre de religiosité patriotique
qui pourrait devenir porteuse d'un revirement non seulement identitaire, mais aussi spirituel. Et la place toute particulière qu'occupe le catholicisme politique dans le cabinet de Trump II va également dans ce sens. Si nous estimons en plus que les États-Unis risquent de vouloir influencer massivement l'élection du successeur du pape François, l'on entrevoit déjà les contours d'un futur où le christianisme serait porteur du nouveau régime conservateur qui se dessine et non pas son opposant. L'obsession de la construction d'un limes contre le Mexique est un autre indicateur typique pour chaque civilisation tardive qui tend plutôt à se replier et fortifier qu'à s'étendre. Notons également que la décision, très justifiée, mais tout de même notable, de faire ériger tout nouveau bâtiment administratif aux États-Unis dans un style architectural néoclassiciste, éloignement typique de chaque civilisation tardive avec son modernisme respectif et signe annonciateur d'un essor probable du néoclassicisme dans bien d'autres domaines culturels également. Doit-on insister particulièrement sur la ressemblance entre Doge et les proscriptions romaines, sur les références répétées à l'excellence de la monarchie comme meilleure constitution, même pour les États-Unis, notamment chez Thiel et chez Yarmouth, ou sur la préparation systématique de Baron Trump à la succession de son père, sur le modèle des tentatives d'Auguste d'installer sur le trône, tout en respectant les formes républicaines du Principat, sa propre progéniture. Pourtant, il est très peu probable que Trump représente déjà l'Auguste de notre civilisation occidentale, bien que la divergence remarquable entre sa première et sa deuxième présidence montre bien l'ampleur du chemin morphologique parcouru en quelques années à peine. Alors que son premier mandat était encore placé sous l'égide d'un populisme relativement banal, le second a tout d'un véritable coup d'État semi-légal césariste. Et bien que l'âge de Trump lui interdira probablement de définir durablement un nouveau modèle politique, il sera certainement considéré comme le César historique comme étant à l'origine des changements majeurs qui amèneront, tôt ou tard, le basculement vers l'empire civilisationnel définitif. Très probablement que le chemin vers ce but a encore bon nombre de soubresauts, car outre la question épineuse de politique extérieure, qui sera un facteur majeur dans la survie politique du nouveau pouvoir, l'opposition du Parti démocrate est tout sauf vaincue, car même si les grands oligarques comme Zuckerberg et Gates ont exprimé, bien que du bout des lèvres, leur allégeance formelle au régime de Trump, les épurations organisées par Doge ne pourront pas encore éradiquer totalement les nombreuses positions de force des adversaires de Trump, d'autant plus que le véritable moteur qui alimentera les bousculements futurs viendra probablement plutôt de l'intérieur que de l'extérieur, donc des supporters de Trump eux-mêmes. Étant donné que le président aura 82 ans quand il arrivera à la fin de son mandat, s'il y arrive, la bataille pour sa succession sera inévitable et violente, avec des candidats comme Musk, Vance et Trump Jr., qui risquent de se vouer mutuellement, du moins aussi féroces que Marc-Antoine et Octavien, et dont l'affrontement repolitisera sans doute l'establishment américain et pourra amener des bouleversements inattendus. Car la réorganisation, voire la dissolution de l'élite traditionnelle de la East Coast, qu'elle soit alignée sur les démocrates ou sur les républicains traditionnels, est telle qu'il n'est pas du tout à exclure que de nouvelles figures politiques et économiques puissent faire leur apparition et changer fondamentalement la donne. Non pas en ce qui concerne la direction générale de l'histoire, mais du moins ses nuances. Alors cette référence à la place restreinte, mais existante, de l'imprévu au sein de l'histoire pose une autre question essentielle, celle de savoir qui portera cet empire occidental civilisationnel. Et c'est là que le bas blesse pour l'Europe, du moins, si l'on maintient la comparaison avec la République romaine tardive. En effet, alors que la Grèce avait eu toutes ses chances de son côté pour former la base d'un véritable empire méditerranéen et avait prouvé sous Alexandre le Grand la formidable force qui était la sienne, les siècles à venir virent le retour des anciennes disputes et la Grèce fut à nouveau rapidement morcelée. La Macédoine contrôlait le nord, les Ptolémées le monde insulaire, les Séleucides l'Asie mineure, et la montée des ligues hellénistiques, notamment la Ligue étonienne et la Ligue achéenne, vint trop tard et eut un effet trop polarisant pour achever une véritable unité politique. Quand les Romains vainquirent les Macédoniens, le sort de la Grèce fut donc largement décidé, car même si le Sénat décida de déclarer toutes les cités grecques comme libres, les disputes qui éclatèrent rapidement ne purent être arbitrées que par des hommes politiques romains. Ainsi, longtemps même avant la provincialisation formelle de la Grèce,
l'élite hellène fut transformée en clientèle romaine, et ce, avec son plein accord, car la Grèce était déchirée non seulement par des luttes entre cités et États, mais aussi entre des classes sociales très polarisées. Sans l'appui de l'oligarchie romaine, cela aurait été très difficile de mater les nombreux soulèvements sociaux exacerbés par la popularité croissante de mouvements idéologiques communistes et égalitaristes. Ainsi, chacun crut tirer profit de ses propres relations prétendument privilégiées avec Rome, alors qu'au fond, il ne faisait que jouer le jeu du Sénat et confirmer le génie de la formule divide et impera si brillamment appliquée par les Romains. Et quand finalement les guerres mithridatiques, pendant lesquelles l'Asie entière se souleva contre les Romains, réveillèrent pendant quelques années l'enthousiasme des Grecs et motivèrent même la ville d'Athènes de se détourner de la cause romaine, c'était déjà trop tard pour changer le cours des choses. Certes, les Romains furent assez cléments avec les insurrectionnistes une fois la Grèce reconquise après son court soulèvement partiel, mais cette pitié était plutôt le fruit d'un certain dédain que d'une véritable estime. La Grèce se devait de rester une attraction touristique, une source intarissable d'œuvres d'art et un vivier de professeurs de philosophie et de rhétorique, et donc l'on apprécia surtout le côté romantique de son soulèvement, sans lui en vouloir trop, vu que les capacités militaires de la Grèce avaient été largement risibles depuis le début. L'Europe ne s'est-elle pas manœuvrée dans une situation analogue face aux États-Unis? En effet, face à la grande question de savoir qui portera l'état civilisationnel final de notre histoire, force est de constater que nous avons, pour reprendre une expression chère à Donald Trump, de très mauvaises cartes. Et pire encore, que nous ne semblons même pas avoir envie de les jouer tout court. Comme les Grecs, nous sommes largement démilitarisés, nous sommes politiquement divisés, nous nous complaisons dans un esprit de supériorité civilisationnelle qui n'est plus du tout justifié, nous avons cessé d'innover, nous produisons et suivons des modes idéologiques autodestructrices ridicules, nous nous croyons intelligents de sous-traiter la défense de nos intérêts à des tierces parties, nous sommes incapables de planifier au long terme et de produire à nouveau un grand projet, nous sommes profondément désillusionnés et cachons notre léthargie mortelle par du cynisme, nous sommes devenus las du fardeau de notre histoire et nous plaisons à dénigrer, voire à criminaliser nos ancêtres pour nous mettre en valeur nous-mêmes. Et l'on pourrait encore continuer la liste pendant très longtemps. Alors certes, les États-Unis ne sont pas non plus dépourvus de la plupart de ces caractéristiques, tout comme nous trouvons tous les problèmes identitaires grecs à Rome, mais dans les deux cas, nous constatons un certain décalage dans le temps, un certain fond de résilience culturelle qui fait toute la différence. Car, ne nous leurrons pas, si les Romains ont été capables d'étendre leur domination de l'Italie sur le reste de la Méditerranée en à peine quelques générations, c'était moins à cause de leur supériorité innée que de l'infériorité extrême de leurs ennemis. Les véritables guerres héroïques, Rome a dû les mener pour conquérir l'Italie et la défendre contre les Carthaginois. Le reste des conquêtes fut plutôt une question de logistique que d'héroïsme. Et il n'en est pas très différent de l'histoire américaine au XXe et XXIe siècle. Alors il serait faux de lire en ces lignes un genre de dénigrement peu approprié de nos hégémons, car les sujets sont les derniers à pouvoir se permettre de minimiser les exploits de leurs maîtres. Le but de ces réflexions est plutôt de montrer qu'à la fin, les Américains non plus n'échapperont pas au destin des Européens, mais aussi qu'il ne manquerait pas grand-chose pour que la table se renverse. Car si nous considérons d'autres civilisations, nous constatons que ce n'est pas du tout une loi historique que l'unification finale des civilisations doivent s'opérer par la périphérie. Certes, il y a de nombreux exemples en analogie avec Rome et la Grèce, comme l'unification de la Chine sous l'égide des Chines, en dépit des nations plus anciennes de l'Est de la Chine, ou celle du Proche-Orient sous les Assyriens, en dépit des Babyloniens. Mais il y a aussi l'Inde classique, dont l'état-civilisation des Gupta fut dominé depuis une nation située au centre même de la vallée du Gange, ou Sumer, dans la troisième dynastie d'Ur, écarta l'éphémère contrôle exercé par la périphérique Akkad au profit d'un retour au centre ancestral. Sans vouloir rentrer encore plus dans des études de cas trop académiques, force est de constater donc que la victoire finale de Rome sur la Grèce est un schéma probable, mais pas encore tout à fait inévitable pour l'Europe. Alors certes, les chances d'un grand revirement sont plus que réduites, mais elles ne sont pas inexistantes, et ce pour deux raisons. D'abord, la situation mondiale.
les États-Unis ont abandonné leurs prétentions à l'hégémonie universelle et se sont réorganisés afin de fortifier plutôt leur propre sphère géographique et d'éviter ainsi une implosion de leur empire. Dès lors, la volonté d'assurer leur autarcie en ressources stratégiques, tout comme celle de contrôler le Groenland, le Canada et le canal de Panama. Alors certes, ce recul est plutôt une réorganisation pour mieux préparer le grand conflit avec la Chine, mais cette phase de relative faiblesse pourrait être exploitée par les Européens pour construire les bases de leur propre forteresse géopolitique. Pas étonnant dès lors que Trump tente de s'allier avec la Russie de Poutine, qui a l'avantage de pouvoir être positionné par les États-Unis à la fois contre la Chine et contre l'Europe. Si un tel revirement géopolitique devait vraiment s'opérer, l'Europe aurait tout intérêt de très bien calculer les termes de sa future loyauté par rapport aux États-Unis et de ne pas sous-estimer les bienfaits d'une diplomatie s'orientant moins selon les proximités culturelles que selon les alternatives réelles, ce en quoi je vise évidemment la Chine. Certes, et voilà le second point, il y a la situation interne de notre continent. Le grand chaos idéologique créé par Donald Trump va probablement exacerber l'emprise de la gauche sur la sphère publique européenne, mais il peut créer une fenêtre d'opportunité pour un revirement politique de grande ampleur vers la droite qui, de plus est, serait largement supporté ou du moins toléré par les autres grandes puissances. En même temps, le repositionnement américain et l'alignement esquissé entre Trump et la Russie est également en train de refaçonner le débat public européen interne. D'abord, les atlantistes classiques, vexés et désorientés, ont du mal à justifier leur position et insistent de plus en plus sur une nécessité d'autonomie stratégique du continent, même en dehors de l'Alliance atlantique. Et même si ce milieu politique se trouve fortement sous l'égide du Parti démocrate, le pouvoir de ce dernier est en chute libre. Et les proscriptions actuelles risquent de cimenter durablement l'influence de MAGA sur la politique américaine. Puis, les eurasistes se trouvent également dupés, car ils commencent à se rendre compte que l'Europe, entité négligeable pour Trump, le sera finalement aussi pour Poutine. Et que la grande alliance eurasiatique traditionnaliste anti-américaine peut très rapidement faire place à une coopération pacifique entre Washington et Moscou, dont l'Europe payerait littéralement les frais. Certes, il y a peu de chances de voir les milieux atlantistes et eurasistes, pour ne désigner ici que deux extrêmes, converger rapidement, mais toujours est-il qu'il y a là une occasion en or de mettre en avant les intérêts de la civilisation européenne envers et contre tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, et de procéder à une restructuration institutionnelle et surtout identitaire avant qu'il ne soit trop tard, comme ce fut le cas de la Grèce. En vue de ce qui a été dit plus haut sur la morphologie civilisationnelle, on se demandera sans doute pourquoi, au fond, accorder tant d'importance à qui dominera notre civilisation, si la fin en est écrite de toute manière, du moins dans les grosses lignes. Néanmoins, la différence entre les États-Unis et le vieux continent, bien que tous les deux appartiennent à une et même civilisation, faustienne, saute aux yeux, et cela n'étonnera personne qu'une Europe capable de conserver fièrement son autonomie politique et une Europe vassale dominée par Washington et des trajectoires identitaires assez différentes. Certes, l'hégémonie de la langue anglaise, l'importance d'un christianisme patriotique superficiel, la fascination pour la technologie et le maintien d'une fiction démocratique qui cache mal une réalité plus autoritaire seront d'application dans les deux cas, qu'on le veuille ou non. Mais alors qu'une ère augustienne européenne, usurpée depuis l'autre côté de l'Atlantique par un successeur de Trump, et placée sous le signe de la médiocrité civilisationnelle américaine, ne peut que réveiller un certain effroi, l'idée de rester maître chez nous, même au prix du sacrifice de certaines de nos illusions, au nom du réalisme politique, serait tout sauf désagréable. Certes, il ne faudra sans doute se faire aucune illusion sur le fait qu'une large partie de la population européenne est déjà, de fait, soit largement américanisée, soit dominée par l'esprit du wokisme, mais l'omniprésence exaltante de notre héritage culturel, la survie centenaire, parfois même millénaire de nos traditions, et la survie des grandes lignées familiales de notre histoire, sans oublier l'importance fondamentale du catholicisme enraciné, n'exclut pas totalement l'espoir de pouvoir renouer avec notre passé et ainsi donner une dimension de une conclusion, s'il vous plaît. Une conclusion, monsieur le professeur. Toujours relativement jeune et géographiquement irrémédiablement coupé de ses origines.
Hélas, voilà d'ailleurs non seulement l'avantage, mais aussi la faille de nos espoirs dans le futur, car l'histoire peut aussi être perçue comme un poids qui, chez les civilisations tardives, cesse de galvaniser les foules au lieu de les paralyser, et pour plutôt les paralyser. L'Europe devra-t-elle devenir plus américaine pour se ressaisir et ne pas rater la chance que lui offre l'histoire? Doit-elle bâtardiser son héritage, populariser le pouvoir, simplifier son langage culturel afin de trouver l'adhésion des foules à un programme politique qui les dépasse? Sans doute faudra-t-il sacrifier une partie de ce qui nous tient à cœur pour sauver les meubles, si nous ne voulons pas subir le même sort que les Grecs au IIe ou au Ier siècle, dont l'échec politique leur valut, en dépit de la haute estime que les Romains portaient à leur civilisation, à tout jamais le sobriquet dédaigneux de Gracchuli. Merci bien pour votre attention.